Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Il y a des jeux qui vous prennent par la main, et puis il y a ceux qui vous regardent droit dans les yeux et vous disent « Tu penses savoir jouer ?» Aujourd'hui, on va parler de deux jeux de cartes qui ont exactement cet effet-là. Deux jeux très différents dans leur univers, dans leur ton, dans ce qu'ils racontent, mais qui partagent la même ambition. Prendre des mécaniques simples, voire évidentes, et les pousser juste assez loin pour vous faire douter de vos réflexes. Le premier nous emmène loin, très loin. Dans Quantum Tricks, l'espace n'est pas un décor spectaculaire, c'est un environnement instable, insaisissable, imprévisible, où la puissance ne se résume jamais à un seul chiffre. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, imaginé par Ren Tamaki et édité par Dragon Production. Il propose une expérience déroutante dès les premières minutes. On croit reconnaître un jeu de pli, puis on réalise qu'on joue à plusieurs en même temps. On pense vouloir gagner, mais on réalise que vouloir gagner trop, c'est dangereux. Chaque décision compte, chaque carte jouée sur la table résonne ailleurs. Et on se retrouve à constamment arbitrer entre contrôle et chaos. Quantum Tricks, c'est un jeu qui récompense la lecture fine des situations, la retenue, et la capacité à accepter que parfois la meilleure action est de ne pas être le plus fort. Et puis, changement de décor avec 15 Stamps. On quitte le vide spatial pour entrer dans les halls chargés de la bureaucratie. Des piles de documents, des procurations à respecter, des décisions prises sous pression et cette sensation permanente que tout peut déraper à tout moment à cause d'un tampon mal placé. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs, des durées de partie de 15 à 20 minutes, à partir de 9 ans. C'était également un jeu de Ren Tamaki. Et il est également édité par Dragon Production. C'est un jeu rapide, nerveux, presque brutal dans son rythme. Ici, tout tourne autour d'un nombre. 15. Un seuil critique, une limite à ne pas dépasser trop tôt, ou trop tard. Sous ces airs simples, le jeu cache une vraie tension collective. Chaque joueur participe à une mécanique commune tout en essayant de tirer son épingle du jeu au bon moment. On accélère, on freine, on provoque des fins de pli soudaines, parfois même contre son propre intérêt immédiat. Plus la partie avance, plus la lecture de la table devient essentielle. Là où Quantum Tricks joue sous la gestion simultanée, ainsi que la puissance relative, The 15 Stamps mise sur le timing, la pression et l'ordre d'intervention. Deux approches différentes, mais un même goût pour des décisions incontrôlables. Deux propositions fortes et deux expériences qui prouvent qu'avec quelques cartes et de bonnes idées, on peut encore surprendre autour d'une table. Les deux jeux connaîtront une campagne de financement participatif. Vous aurez en détail de la description le lien pour aller voir tout ça. Allez, on va voir comment ça se passe. Maintenant que le décor est posé, on va entrer dans le concret. On va commencer par Quantum Tricks, un jeu qui ressemble à un jeu de pli jusqu'au moment où il vous oblige à gérer plusieurs situations en parallèle, à surveiller la puissance réelle des cartes et surtout à accepter que gagner n'est pas toujours la meilleure option. Je vais vous expliquer comment il fonctionne pour que vous puissiez comprendre ce qui fait sa singularité et pourquoi il demande autant de lecture et d'anticipation. Ensuite, on passera à The 15 Stamp, un jeu beaucoup plus rapide, plus direct dans son rythme, mais tout aussi exigeant dans ses décisions. On verra comment une règle aussi simple que l'atteinte de 15 peut créer de la tension, de l'interaction permanente et une vraie pression collective autour de la table. Pour chacun des deux jeux, on prendra aussi le temps de faire un avis, dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer. Le ressenti en jeu, le rythme, la manière dont les mécaniques servent le thème, l'accessibilité réelle, la rejouabilité, et à quel type de joueur s'adressent ces jeux selon moi. L'objectif n'est pas de trancher ou de comparer, mais de comprendre ce que ces jeux proposent, ce qu'ils demandent, et pourquoi ils fonctionnent selon les profils de joueurs. Allez, on commence avec Quantum Tricks. L'espace, l'ultime frontière. Dans Quantum Tricks, les joueurs partent à la découverte de ce qui se cache au-delà. Le jeu se déroule dans un univers d'exploration spatiale, et se joue de 3 à 5 joueurs. Son fonctionnement repose sur des mécaniques de jeu de pli bien connues, ce qui permet une prise en main rapide, même pour les joueurs peu habitués à ce type de jeu. Mais attention, si les règles sont accessibles, la maîtrise du jeu, elle, est bien plus exigeante. La principale particularité, c'est que les joueurs ne jouent pas un seul pli à la fois. Ils peuvent jouer jusqu'à 3 plis simultanément. Cela signifie que chaque carte jouée peut avoir un impact sur plusieurs plis en cours, ce qui demande une planification attentive et une gestion de main réfléchie. Autre point fondamental à comprendre dès le départ, le but du jeu n'est pas de gagner le plus de plis. C'est précisément ce renversement d'objectifs qui donne toute sa profondeur au jeu. Donc là, ce sont des versions prototypes que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous en parler. Vous aurez en description de la vidéo le lien de la campagne pour aller voir tout cela. C'est une campagne de financement participatif. Ce que vous devriez trouver dans la boîte. Il y aura un paquet de 60 cartes. Elles sont numérotées de 0 à 15 et réparties en 5 couleurs. Des marqueurs de pli, recto verso. Une face pour les parties à 3 ou 4 et une autre face pour les parties à 5 joueurs. Et ici, le bloc de score. Passons à l'anatomie d'une carte. Ici le rang, compris entre 0 et 11. Ici une couleur. Ici, ce sont les nébuleuses, Soleil, Lune et finalement astéroïde. Astéroïde et Terre. Ces deux informations sont essentielles car elles déterminent la manière dont la carte est jouée comparée aux autres. Certaines cartes affichent un rappel. Ce rappel indique la présence d'un effet spécial associé à la carte. Il est important de noter que toutes les cartes n'en possèdent pas. Et ici, vous avez une illustration thématique. Elle n'a pas d'effet sur le jeu, mais elle renforce le thème spatial et permet d'identifier rapidement la couleur de la carte. Pour la mise en place, commencez par placer les 3 marqueurs de pli en utilisant la face correspondant au nombre de joueurs. Ça, vous voyez les différentes faces
Disposez-les suffisamment éloignés les uns des autres, afin de laisser de la place pour que les cartes puissent être jouées autour des bords de chaque marqueur. Faisons un peu de place. Ces marqueurs représentent les emplacements des 3 plis distincts, qui pourront être joués en parallèle. Pendant la partie, toutes les cartes jouées dans un pli devront être placées le long du bord correspondant au numéro du joueur sur ce marqueur. Ensuite, vous allez préparer le paquet de cartes. Vous en enlevez en fonction du nombre de joueurs. À 3 joueurs, vous retirez toutes les cartes de rang 4, 5, 6 et 7. À 4 joueurs, toutes les cartes de rang 4 et 5. Et à 5 joueurs, vous utilisez l'intégralité du paquet. Toutes les cartes retirées sont placées dans la boîte. Elles ne seront pas utilisées pour cette partie. Chaque joueur choisit un bord de couleur et un numéro sur les marqueurs de pli. Ce bord devient son identifiant de joueur qui sert à indiquer quelle carte il a joué dans chaque pli. Le premier donneur est la dernière personne à travailler dans l'espace. Si cette information n'est pas connue ou ne s'applique pas, il est simplement recommandé de le choisir au hasard. Chaque manche se déroule selon les étapes suivantes. Vous allez commencer par la distribution des cartes. Le donneur mélange le paquet, puis distribue à chaque joueur le même nombre de cartes. S'il reste des cartes après la distribution, celles-ci sont mises de côté, face cachée, et ne seront pas utilisées pendant cette manche. Puis vous allez jouer des cartes finalement. Dans Quantum Tricks, les joueurs peuvent jouer jusqu'à 3 plis en même temps. Le joueur actif, aussi appelé le joueur d'entame, est celui qui se trouve à gauche du donneur. C'est-à-dire que si c'est moi qui donne, c'est le joueur à ma gauche qui commencera à jouer. Ensuite, le jeu se poursuit dans le sens aiguille d'une montre. Les joueurs continuent à jouer chacun leur tour, jusqu'à tous les joueurs aient joué toutes leurs cartes. À votre tour, vous devez obligatoirement jouer une seule carte. Et cette carte est placée à côté de votre identifiant joueur sur l'un des marqueurs de pli. Vous avez alors 2 possibilités. Démarrer un nouveau pli. Vous pouvez commencer un nouveau pli sur un marqueur de pli actuellement vide. C'est-à-dire que si c'est à moi de jouer, je pourrais décider de commencer un pli comme cela. Il peut s'agir soit d'un marqueur encore inutilisé, soit d'un marqueur où un pli précédent a été résolu. Lorsqu'un joueur démarre un nouveau pli, il ne peut pas jouer une couleur déjà utilisée par un autre pli en cours. C'est-à-dire que là, si un autre joueur voulait commencer un nouveau pli, il pourrait, ici, faire comme cela, mais il ne pourrait pas mettre un bleu. Il commencerait un nouveau pli, mais cette couleur est déjà utilisée pour l'instant. Vous pouvez également jouer une carte dans un pli déjà en cours. Dans ce cas, vous devez obligatoirement suivre la couleur du pli. Il est possible de jouer une carte dans n'importe quel pli, y compris un pli dans lequel vous avez déjà joué précédemment. C'est-à-dire que je pourrais suivre comme cela. Ou encore, un autre joueur pourrait venir et jouer comme cela. Il peut arriver que vous ne puissiez ni suivre la couleur d'aucun pli en cours, ni commencer un nouveau pli. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, vous devez jouer une carte face cachée dans l'un des plis en tant que débris spatiaux. Comme ceci, par exemple. Cela vous vaut une réprimande symbolique de la NASA qui se traduira par une pénalité au score. Quelques points importants à retenir. Vous ne pouvez ajouter des débris spatiaux que si aucune autre action n'est possible. Vous ne pouvez pas choisir de le faire exprès. Lorsque vous devez en ajouter, vous devez les placer dans n'importe quel pli. Une carte jouée comme débris spatiaux compte comme une carte du pli, notamment pour sa résolution. Dès qu'une 4e carte est jouée dans un pli, il est immédiatement résolu. Les cartes jouées comme débris spatiaux comptent dans ces 4 cartes. Ici, le pli serait fini. Le gagnant du pli est le joueur qui a joué la carte plus puissante dans ce pli. Lors de cette comparaison, il faut être attentif aux anomalies spatiales. Ils peuvent modifier la puissance des cartes. Je reviendrai un petit peu plus tard. Le joueur qui remporte le pli récupère toutes les cartes jouées face visible, les place face visible en une pile distincte devant lui. Cette pile représente un pli remporté. Chaque pli gagné doit être conservé séparément des autres. Toutes les cartes jouées comme débris spatiaux dans le pli sont rendues face cachée au joueur qui les a jouées, restent devant le joueur et infligent une pénalité de score plus tard. Les plis ne se résolvent pas tous en même temps. Au cours de la manche, certains plis se terminent, des emplacements se libèrent, et de nouveaux plis peuvent être créés. Les espaces de jeu apparaissent et disparaissent progressivement jusqu'à la fin de la manche. La manche se termine lorsque la dernière carte a été jouée. S'il reste, ce qui est très probable, des plis non terminés sur la table, ces plis sont attribués aux joueurs qui possèdent actuellement la carte la plus puissante dans chacun d'eux. Une fois tous les plis attribués, on passe au décompte des points. On commence par comparer le nombre de plis remportés par chaque joueur. Le joueur ayant remporté le plus de plis a dépassé son budget spatial. Il remporte 0 points sur cette manche. En cas d'égalité, pour le plus grand nombre de plis, tous les joueurs à égalité marquent 0 points. Tous les autres joueurs marquent 1 point d'exploration par pli remporté. Chaque joueur marque moins 1 point pour chaque carte débris spatiaux face cachée qu'il a devant lui. Si un joueur parvient à rapporter exactement 5 plis, il réalise une découverte historique. Dans ce cas, seuls les joueurs ayant exactement 5 plis marquent des points d'exploration. Ces joueurs sont exempts de toutes les pénalités de débris spatiaux pour cette manche. Il est possible, au cours d'une manche, de marquer un score négatif. Dans ce cas, votre score total pour la partie diminue. Cependant, il existe une limite. Le score total d'un joueur ne peut pas descendre en dessous de 0. Si la manche que vous venez de jouer n'était pas la dernière, la partie continue. Le rôle de donneur, ainsi que celui de joueur d'entame, se déplacent tous les deux d'un joueur vers la gauche.
Une nouvelle manche commence en reprenant la procédure de distribution. Une partie standard de Quantum Tricks se joue sur un nombre de manches égal au nombre de joueurs. À la fin de la dernière manche, chaque joueur totalise ses points. Le vainqueur est le joueur qui possède le score le plus élevé à la fin de la partie. Vous avez peut-être remarqué que le gagnant d'un pli n'est pas défini comme celui qui a joué la carte la plus haute, mais bien la carte la plus puissante. Cette distinction est importante car les 3 cartes de plus faible valeur dans chaque couleur possèdent des effets spéciaux. Lorsque vous jouez une carte 0 dans un pli, vous devez retirer immédiatement la carte ayant la valeur imprimée la plus élevée actuellement dans le pli. Cette carte retirée est placée dans la défausse. Cette action se produit en même temps que la pose du 0. Le nombre de cartes dans le pli reste donc inchangé et cela ne déclenche pas la résolution du pli. Par exemple, dans cette situation-là, si je place mon 0 ici, cette carte-là est défaussée. La carte 1 possède un effet conditionnel. S'il y a une carte 11 dans le pli, alors la carte 1 bat la carte 11. S'il n'y a pas de carte 11 dans le pli, la carte 1 conserve simplement sa valeur imprimée de 1 lors de la résolution du pli. Dans cette résolution-là, c'est le 10 qui l'emporte, le 1 étant sans le 11. Dans ce cas-là, c'est le 1 qui remporte le pli, car le 11 est présent. La carte 2. La carte 2 fonctionne de manière similaire, avec une autre valeur cible. S'il y a une carte 10 dans le pli, alors la carte 2 bat la 10. S'il n'y a pas de carte 10 dans le pli, la carte 2 conserve sa valeur imprimée de 2. Vous voyez, c'est rappelé ici. Un point important à noter, s'il y a à la fois une carte 10 et une carte 11 dans le pli, la carte 11 l'emporte, même en présence d'une carte 2. À ce stade, vous comprenez pourquoi il ne suffit pas de jouer des cartes élevées pour gagner un pli. Les anomalies spatiales viennent perturber l'ordre classique des valeurs et obligent les joueurs à anticiper non seulement les chiffres, mais aussi les effets cachés. Passons à mon avis sur Quantum Tricks. Dès les premières manches, Quantum Tricks donne une sensation très particulière. Celle d'un jeu familier en surface, mais profondément déroutant dans son fonctionnement réel. On reconnaît immédiatement la structure du jeu. Mais cette familiarité est rapidement mise à mal par la multiplication simultanée des plis et par le fait que gagner trop de plis devient un problème plutôt qu'un objectif. Le ressenti dominant est celui d'un équilibre instable. Chaque carte jouée semble résoudre une situation tout en créant une autre ailleurs sur la table. Le joueur n'a jamais l'impression de bien jouer de manière évidente. Il joue souvent le moins mauvais coup possible, ce qui rend chaque décision tendue et engageante. La tension est constante, mais elle n'est pas explosive. Elle s'installe lentement, de manière presque insidieuse. Le rythme est dicté par la résolution asynchrone des plis. Contrairement à un jeu de plis classique, il n'y a pas de respiration claire entre chaque pli. Certains se résolvent rapidement, d'autres restent en suspens, attendant une 4e carte. Cette incertitude permanente maintient les joueurs dans un état d'alerte continu. L'ambiance autour de la table, aussi entre anticipation silencieuse, quand plusieurs plis sont ouverts, réaction immédiate lorsqu'un pli se résout soudainement, et parfois une forme de résignation amusée quand un joueur est contraint de créer des débris spatiaux. Le jeu génère naturellement des commentaires, des soupirs et des moments de réalisation tardive. Typique des jeux où l'erreur n'est visible qu'après coup. Le thème de l'exploration spatiale n'est pas là pour raconter une histoire, mais pour donner du sens aux contraintes mécaniques. Les 3 plis simultanés évoquent clairement plusieurs missions ou trajectoires actives en parallèle. Les débris spatiaux traduisent mécaniquement une erreur ou une impossibilité d'action, qui ne bloque pas le jeu, mais laisse une trace pénalisante. Les anomalies spatiales, quant à elles, justifient le fait que la carte la plus puissante ne soit pas toujours la plus élevée. Le thème ne cherche pas à être narratif, mais il est cohérent, constant et lisible, ce qui renforce l'acceptation des règles les plus abstraites. L'accès au jeu est trompeusement simple. Les règles de base, jouer une carte, suivre une couleur, résoudre un pli, sont rapidement comprises. Un joueur habitué au jeu de pli peut commencer à jouer presque immédiatement. En revanche, la courbe d'apprentissage est marquée. Comprendre quand ne pas gagner un pli, anticiper les effets des cartes 0, 1 et 2, gérer le risque de dépasser les autres en nombre de plis et éviter les débris spatiaux demande plusieurs parties. Le jeu ne pardonne pas une lecture trop superficielle. Ce n'est pas un jeu difficile par accumulation de règles, mais par interaction systémique. La rejouabilité repose essentiellement sur la variation du nombre de joueurs, qui modifie la composition du paquet, l'ordre des cartes distribuées, et surtout le choix des joueurs, qui influence fortement le déroulement des manches. Le fait que les joueurs ne cherchent pas tous la même chose, certains voulant éviter la majorité, d'autres visant exactement 5 plis, crée des dynamiques différentes d'une partie à l'autre. Aucune partie ne se joue de la même manière, car la table elle-même devient un puzzle mouvant. Chaque élément du matériel a une fonction précise. Le deck de cartes est dense et varié, avec des effets intégrés directement sur certaines cartes. Les marqueurs de plis sont indispensables au bon déroulement du jeu. Le bloc de score permet un suivi clair des manches et du score total, notamment avec la gestion des scores négatifs. Rien n'est superflu et rien ne manque. Quantum Tricks s'adresse avant tout aux joueurs qui apprécient le jeu de plis, mais cherchent une expérience plus exigeante. Aux groupes aimant les jeux où la lecture de table est plus importante que la simple valeur des cartes. Aux joueurs qui acceptent de perdre des points et de faire des choix inconfortables. C'est un jeu qui détourne volontairement les réflexes acquis. Il demande d'apprendre à désapprendre, à accepter que la victoire passe parfois par la retenue et que la puissance n'est jamais absolue. Un jeu tendu, cérébral et profondément stratégique, qui révèle toute sa richesse à ceux qui acceptent de s'y confronter sur plusieurs parties. Un jeu qui ne cherche pas à flatter, mais à défier. Maintenant que nous avons fait le tour de Quantum Tricks, je vais débarrasser tout cela, et nous allons passer à 15 Stamps. 15 Stamps
nous replonge dans l'univers de Zanziar, et plus précisément auprès des nains communistes d'Oridixia, des personnages à la fois rigoureux, officiels, mais aussi étrangement attachants. Dans les grandes halls de la bureaucratie, des flots ininterrompus de documents s'accumulent sur les bureaux des fonctionnaires surmenés. Chaque document doit être tamponné et validé, en respectant scrupuleusement les procédures administratives. Le travail est rapide, répétitif et épuisant, et malgré toute la bonne volonté du monde, les erreurs sont inévitables. Votre objectif est simple, faire en sorte d'être l'un des fonctionnaires dont la marque comptera vraiment. Le jeu se joue de 3 à 7 joueurs, une partie dure environ 15 minutes. Dans la boîte, vous trouverez 88 cartes, ces cartes sont réparties en 8 couleurs, ainsi qu'un bloc, utilisé pour noter les résultats des joueurs. Chaque carte appartient à une couleur, qui correspond à son type administratif. Cette information est indiquée de manière visible sur la carte. Chaque carte possède un rang, compris entre 1 et 7. Ce rang est un élément central du fonctionnement du jeu. Chaque carte représente un élément graphique lié à son rang. Cet aspect est purement esthétique et n'a aucun impact sur les règles. Le jeu comporte 8 couleurs différentes. Chaque couleur contient des cartes dont les rangs vont de 0 à 7. Chaque couleur est composée exactement du même ensemble de 11 cartes réparties en une carte de rang 1, une carte de rang 2, 2 cartes de rang 3, 2 de rang 4, 2 de rang 5, 6 et 7. Cette structure est identique pour chacune des 8 couleurs du jeu. Avant de commencer la partie, il faut constituer le paquet de cartes. Pour cela, utilisez un nombre de couleurs égal au nombre de joueurs, plus une couleur supplémentaire. Autrement dit, on joue toujours avec une couleur de plus que le nombre de joueurs. Si vous jouez à moins de 7 joueurs, certaines couleurs devront être mises de côté. Le choix des couleurs utilisées n'a aucune importance. Chaque manche se compose de plusieurs plis joués successivement. L'administrateur mélange le paquet, puis distribue toutes les cartes, jusqu'à ce que chaque joueur ait le même nombre de cartes en main. Il peut rester quelques cartes après la distribution. Ces cartes sont mises de côté face cachée. Il ne faut jamais commencer une manche avec plus de 12 cartes en main. Le joueur d'entame est le joueur situé à gauche de l'administrateur. Dans une partie à 3 joueurs, chaque joueur reçoit 13 cartes. Dans ce cas précis, chaque joueur doit choisir une carte de sa main et la défausser face cachée sans la révéler. Chaque manche est composée de plusieurs plis joués l'un après l'autre. Pour chaque pli, en commençant par le joueur d'entame, les joueurs jouent une carte à la fois dans le sens de l'aiguille d'une montre. Les cartes sont jouées jusqu'à ce que la somme des valeurs de rang des cartes posées atteigne exactement ou dépasse 15. Cette valeur est appelée la valeur cible, elle est toujours de 15. Il est important de noter qu'il n'y a aucune obligation de suivre une couleur. N'importe quelle couleur et n'importe quel rang peut être joué dans un même pli. Par exemple, c'est à moi de jouer. Mes cartes en main. Je joue un 7. Mon adversaire décide de jouer un 3. Et le dernier joueur décide de jouer un 5. Le pli se termine. Dès que la valeur totale des rangs atteint ou dépasse 5, le pli se termine immédiatement. Cela signifie que certains joueurs peuvent avoir joué plusieurs cartes, d'autres une seule. Et certains joueurs, aucune carte du tout. Lors de la pose des cartes, chaque joueur doit les placer séparément des cartes des autres, afin de pouvoir identifier facilement celle qu'il a jouée. La fin du pli intervient lorsque la valeur de 15 est atteinte. On applique alors les étapes suivantes. Additionner la valeur totale des rangs joués pour chaque couleur présente dans le pli. Donc là, c'est que des couleurs différentes. La couleur avec la valeur la plus totale devient la couleur gagnante. Donc là, ça serait cette couleur-là qui gagne. En cas d'égalité entre plusieurs couleurs, le joueur contenant la carte jouée la plus récemment devient la couleur gagnante. Tous les joueurs ayant joué au moins une carte de la couleur gagnante récupèrent leur propre carte. Parmi ces joueurs, celui qui a joué la carte de rang la plus élevée de la couleur gagnante place cette carte face visible devant lui et ne peut pas marquer de carte face cachée pour ce pli. En cas d'égalité de rang, c'est la dernière carte jouée qui est placée face visible. Les autres joueurs ayant joué la couleur gagnante placent une de leurs cartes face cachée. Toutes les autres cartes du pli sont défaussées. Le joueur qui se trouve immédiatement à gauche du joueur ayant fait atteindre la valeur 15 lors du pli précédent devient le nouveau joueur d'entame. Et vous commencez alors un nouveau pli. La manche se termine dès qu'un joueur joue sa dernière carte. À ce moment-là, le pli en cours devient le dernier pli. Ce pli est joué normalement jusqu'à ce que la valeur 15 soit atteinte ou que tous les joueurs n'aient plus de cartes en main. Toutes les cartes encore présentes dans les mains des joueurs à la fin de ce pli sont défaussées. On passe ensuite au décompte des points. À la fin de chaque manche, notez les points de victoire obtenus pour chaque joueur sur le bloc de score. Le calcul est le suivant. Chaque carte visible rapporte 2 points, chaque carte face cachée rapporte 1 point. Ces points correspondent uniquement à la manche qui vient de se terminer. Après les comptes des points, 2 situations sont possibles. Si un joueur a atteint le score de fin de partie, alors la manche qui vient d'être jouée est la dernière, et on détermine immédiatement le vainqueur. Sinon, on continue la partie. Le premier joueur à s'être retrouvé sans carte en main lors de la manche précédente devient le nouvel administrateur. Le jeu reprend ensuite à l'étape de distribution. Une partie se joue sur plusieurs manches. La partie continue jusqu'à ce qu'un des joueurs ou plusieurs atteignent 20 points de victoire. À ce moment-là, le joueur ayant le plus grand nombre de points de victoire est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent faire une partie plus longue. Dans ce cas, le total de points nécessaires peut être augmenté d'un commun accord. Avant de passer à mon avis sur ce jeu, si ce type de contenu vous plaît, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à partager votre avis en commentaire. Dites-moi aussi lequel des deux jeux vous intrigue le plus.
ou si vous les avez déjà essayés, si vous les attendez. Vos retours aident énormément la chaîne et ça permet surtout de prolonger la discussion autour de la table. Dès les premières minutes, The 15 Stamp installe une identité très claire. On comprend rapidement qu'on n'est pas face à un jeu de plus classique, mais une expérience qui détourne les attentes habituelles liées aux cartes, aux couleurs et aux valeurs. Le ressenti principal est celui d'un jeu rapide, nerveux et étonnamment calculatoire. Chaque carte jouée a une importance immédiate, non pas parce qu'elle gagne ou perd un pli, mais parce qu'elle contribue à atteindre ou éviter une valeur cible bien précise. Le joueur ne cherche pas à imposer une domination franche, il tente plutôt de placer ses cartes au bon moment, dans le bon ordre, en anticipant les réactions adverses. Le jeu donne une impression constante de flux administratif incontrôlable, parfaitement en phase avec le thème. Le rythme est soutenu, les manches s'enchaînent rapidement, les plis se concluent dès que la valeur 15 est atteinte, il n'y a pratiquement aucun temps mort. La tension ne vient pas d'un affrontement direct, mais de la course au seuil. Chaque carte jouée rapproche la table d'une résolution immédiate, parfois brutale, qui peut couper court au plan de plusieurs joueurs. L'ambiance autour de la table est souvent animée, réaction immédiate lorsqu'un joueur fait basculer le total à 15, commentaires sur les couleurs gagnantes inattendues, frustration légère mais assumée quand des cartes jouées ne comptent finalement pas. Le jeu génère une atmosphère chaotique mais maîtrisée, où chacun a le sentiment de contribuer à une machine collective qui peut se retourner à tout instant. Le thème bureaucratique n'est pas décoratif, il est structurel. Les cartes représentent des documents qui s'accumulent. La valeur de cible 15 évoque une charge administrative critique, au-delà de laquelle le système doit être traité et vidé. Le fait que seules certaines cartes soient conservées, face visible ou face cachée, renforce cette idée de validation officielle ou de traitement secondaire. Mais la même notion d'erreur est présente. Jouer plusieurs cartes sans que toutes ne comptent réellement donne l'impression de travail perdu, très cohérente avec l'univers réel décrit. Le thème ne raconte pas une histoire, mais il donne du sens à chaque mécanique, ce qui facilite l'acceptation des règles et renforce l'immersion. L'accès au jeu est immédiat, les règles de base sont simples. Jouer une carte, additionner des valeurs, arrêter à 15 et terminer une couleur gagnante. Un nouveau joueur peut participer après une explication courte et comprendre l'essentiel en observant un ou deux plis. En revanche, la maîtrise du jeu demande de l'expérience. Anticiper l'ordre, comprendre quand pousser un pli vers 15 ou au contraire le ralentir, et gérer la différence entre carte visible et face cachée demande plusieurs parties. La rejouabilité repose sur plusieurs éléments solides. Le nombre variable de joueurs, 3 à 7, qui modifie fortement la dynamique des plis, la sélection des couleurs, et surtout l'interaction directe entre les joueurs autour de la valeur cible. Chaque partie produit des situations différentes, car le total de 15 peut être atteint trop tôt, trop tard ou par surprise. Le matériel est parfaitement adapté aux besoins du jeu. Le deck de cartes est dense, répartition précise des couleurs. Le bloc de score permet un suivi clair des points. L'absence de matériel superflu renforce la rapidité de mise en place et d'enchaînement des parties. Tout est pensé pour servir un jeu rapide, répétable et tendu. 15 Step s'adresse particulièrement aux joueurs appréciant les jeux de cartes rapides mais interactifs, aux groupes aimant les jeux où le rythme est imposé par les joueurs eux-mêmes, à ceux qui aiment les mécaniques simples, produisant des décisions complexes. C'est un jeu vif, tendu et remarquablement cohérent. Il transforme une mécanique simple, atteindre une valeur cible, en un espace de décision constant, où chaque carte jouée peut accélérer, perturber ou conclure un pli. C'est un jeu qui fonctionne par pression collective, où l'on subit autant que l'on agit, et qui trouve dans son thème bureaucratique une identité forte et assumée. Un jeu court, mais loin d'être léger. Donc voilà pour cette vidéo sur ces deux jeux. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, vous aurez en description de la vidéo le lien de la campagne pour aller voir tout ça. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!